Je m'appelle Serigne Mboup, donc je suis ingénieur système à la base, MBA aussi, executive MBA, MBA Oil and Gas Finance. Je suis plus dans le domaine de l'énergie, plus spécialisé des aspects économiques, des aspects de marché, des aspects financiers. J'ai eu l'opportunité, après avoir travaillé dans le secteur privé, d'intégrer le secteur parapublic et donc d'arriver à Petrosen, où j'ai occupé un certain nombre de fonctions avant de devenir directeur général en 2001. Et donc, après, je suis allé à l'ASSAR, où j'ai été président du conseil d'administration pendant plusieurs années et directeur général aussi. Et entre-temps, j'ai été aussi président de l'autorité de régulation des postes et télécoms, l'ARTP. Pendant cette époque de Petrosen, nous avons eu à travailler à la suite des anciens directeurs généraux à la création de Petrosen en 1981, en particulier M. Samba Diouf et M. Ousmane Ndiaye, qui ont été ceux qui ont bâti l'histoire de Petrosen en recrutant tous les cadres qui sont par la suite devenus successivement des directeurs à Petrosen, mais aussi dans d'autres sociétés du secteur de l'énergie, dont le président Macky Sall est le plus illustre, comme vous le savez très bien. Et donc, à la suite de ça, j'ai travaillé dans le secteur, et pendant ces périodes, beaucoup de choses se sont passées à cause du dévouement d'équipes de cadres de très haut niveau, tous engagés pour la cause du pays et dans le seul souci et la foi ardente que notre pays avait un potentiel, que notre pays pouvait devenir un pays pétrolier, qu'on avait une législation et un code pétrolier qui a été révisé en 1998 déjà par le ministre Maguette Diouf qui avait initié cette réforme-là, et qu'avec ce code-là, il était possible justement d'attirer davantage de compagnies pour pousser l'exploration et donc conduire aux découvertes que nous savons, notamment dans l'offshore, la partie maritime donc du Sénégal, l'offshore profond, où il n'y avait pas beaucoup d'opérations. Et c'est à la suite de ces recherches que donc les découvertes sont intervenues en 2014 et 2016 pour des contrats, pour celui du pétrole, signés en 2004. Donc pour montrer aussi les investissements qu'il a fallu faire pour ces compagnies pétrolières-là, mais aussi le temps que ça a pris pour conduire à ces découvertes. Et donc c'est dans ces conditions que nous avons obtenu ces découvertes, et ces découvertes ont été le préalable de plusieurs décisions politiques, notamment pour créer un environnement qui soit propice à l'exploitation de ces ressources-là. C'est donc cette période-là qui a amené, un peu avant d'ailleurs, l'ITIE, qui était un organe pour la gouvernance, en tout cas pour la transparence dans la gouvernance, mais aussi une révision du code pétrolier pour le rendre plus conforme au rang du Sénégal, tel que cela a été pensé, mais également la loi sur le contenu local dont on parlera et qui sera au cœur des débats de la 5e table ronde que nous comptons organiser. La loi sur le partage des revenus, qui est pour moi un élément extrêmement important, puisqu'il sécurise l'utilisation des revenus, mais qu'il permet à l'État surtout d'utiliser dans ses budgets, en tout cas de façon plus optimum, les revenus avec des planifications budgétaires qui correspondent un peu plus à la réalité, puisqu'à chaque loi des finances initiales, en fonction du profil de production donné par les opérateurs, mais également des cours mondiaux sur l'année qui suit, l'État peut intégrer dans ses budgets de façon un peu plus réaliste et plus sincère un certain nombre de revenus attendus. Cette loi intègre également le fonds intergénérationnel qui est d'un minimum de 10% des revenus qui est destiné aux générations futures
et qui est logé au Fonds 6, notre fonds souverain, qui l'investit dans des projets structurants, dans des projets durables, dans des projets d'intérêt national et qui permettent donc dans l'avenir de sécuriser un certain nombre de revenus pour les jeunes, mais aussi de contribuer à bâtir un Sénégal plus prospère, un Sénégal plus développé donc, pour ces générations-là. Il y a évidemment les initiatives sur l'utilisation, notamment la production de l'énergie, avec le gas to power, qui permettrait de transformer les centrales Sénélec, la production à partir du fil en tout cas, qui est autour de 70% de l'existant au gaz. Il y a le code de l'électricité qui promeut justement l'initiative pour le secteur privé et dans le cadre du contenu local, ce qui a amené 2 centrales électriques que sont celles de Ndar Énergie pour 250 MW, mais aussi celle du Cap des Biches de West African Energy pour 300 MW. Et donc, c'est un pas important pour le secteur privé national dans la production indépendante d'énergie, puisque jusqu'à présent, les IPP qui sont là, les centrales étaient détenues pour la plupart par des compagnies étrangères. Il y a également la loi sur le gaz, le projet Gas to Industry qui promeut justement la transformation de ces ressources-là, le développement de nouvelles chaînes de valeur qui permettraient au Sénégal justement d'utiliser les revenus tirés du pétrolier pour développer son industrialisation, mais créer de nouvelles chaînes de valeur qui sont porteuses d'emplois, de richesses et donc de développement économique et social. Voilà les enjeux des découvertes et je pense que le Sénégal s'est doté de l'environnement institutionnel adéquat pour cela. Maintenant que nous sommes en phase de production, les nouvelles autorités aussi dans leur vision d'aller vers la transformation, je pense que nous avons toutes les garanties pour que les immenses opportunités que nous pensons que le Sénégal a en sa possession puissent être matérialisées dans la vision 2050 qui est aujourd'hui le cadre de définition des politiques publiques au Sénégal. Pour ce qui est de la table ronde est née de l'initiative du député Cheikh Oumar Sy, à qui je voudrais rendre un hommage vibrant, qui a été un député très actif à l'Assemblée nationale sur les questions relatives à la gestion des ressources extractives, sur les questions environnementales, sur les questions liées aux communautés locales. Et c'est à la suite justement des découvertes de pétrole et de gaz et du débat politique très engagé et très dynamique que cela avait créé donc, autour de la problématique des contrats, que M. Sy a pensé qu'avec quelques membres de la société civile, donc sa structure OCDA et ses équipes, mais aussi, je pense, avec l'ONG 3D et d'autres structures dont je n'ai pas le nom, ils ont pensé, en tout cas autour de M. Sy, à dire comment pouvons-nous faire pour organiser, pour créer un cadre de dialogue et de concertation où on pourrait réunir l'État et les différentes parties prenantes. Ces parties prenantes étant naturellement les structures de l'État qui sont dans le secteur comme Petrosen, comme la Sénélec, comme la SAR, comme l'ITIE, les ministères de manière générale de l'énergie et ses démembrements, les compagnies pétrolières internationales, à l'époque les opérateurs étaient BP et Woodside, mais également les compagnies de services comme Schlumberger, comme Modec, comme Technip, comme beaucoup d'autres comme ça, qui sont les sous-traitants justement des sociétés pétrolières internationales qui opèrent les blocs, mais aussi la société civile, le Parlement et donc les jeunes à travers le Conseil national de la jeunesse
et surtout les communautés impactées. Je pense particulièrement aux pêcheurs, aux défenseurs des questions environnementales, ceux qui défendent les écosystèmes un peu partout. Et donc c'est tout ce beau monde qui a été réuni pour la première fois pour justement discuter dans un climat apaisé des problématiques contractuelles. Et je dois dire que quand on a expliqué mieux que les contrats pétroliers n'étaient pas en fait des contrats que chaque directeur général pouvait négocier dans son coin avec les compagnies pétrolières, mais que c'était des modèles types de contrats qui sont adossés au Code pétrolier, qui est une loi votée par notre Assemblée nationale, et que peut-être même pas un dixième des articles étaient modifiés dans un contrat. Il s'agissait principalement des éléments, des informations relatives à la société qui était donc partenaire de Petrosen pour la signature de ces contrats, du bloc, de sa désignation, de sa position géographique avec ses coordonnées spatiales, mais également de sa superficie, des engagements de travaux, parce que quand vous signez un contrat de recherche, il y a des engagements de travaux minimum que la loi vous impose à travers les négociations définies par les équipes de Petrosen et approuvées par l'État, mais en particulier, et finalement, les articles relatifs au partage des revenus. Mais les questions, par exemple, fiscales et les procédures financières et comptables sont pratiquement jamais touchées dans les codes parce qu'ils renvoient au Code général des impôts qui est en vigueur au moment de la signature des contrats. Évidemment, ces procédures comptables et fiscales étant soutenues par ce qu'on appelle par un article qui permet justement, pendant la durée du contrat, de stabiliser donc ces conditions-là, puisque avant de signer un contrat et un projet de cette nature, dont l'exploitation peut porter sur 25 ans renouvelables et extensible 10 ans, évidemment, il y a un business model, un modèle économique qui est fait sur la base de simulations et il est important dans ces cas-là d'avoir des articles qui stabilisent justement pendant la durée du contrat ces paramètres économiques qui ont permis de définir la viabilité ou non du projet. Et donc, la table ronde a permis justement de créer cet espace de dialogue, cet espace de partenariat, cet espace d'inclusion, cet espace d'échange qui a fait que juste après, vraiment, le premier impact noté, c'est qu'il y avait une accalmie sur le débat et la passion qu'il y avait autour des contrats. Les Sénégalais, dans leur ensemble, ont compris mieux de quoi il s'agissait et je pense que les uns et les autres ont été plus ou moins rassurés et donc les prochaines éditions ont porté sur l'approfondissement justement de cela, le début de la mise en œuvre de l'application des lois qui ont été votées, notamment celles relatives au contenu local, celles relatives aux procédures sur les opérations environnementales, puisqu'il n'y avait pas dans l'ancien code pétrolier une réglementation des opérations pétrolières pour ce qui concerne l'environnement, faisait simplement renvoi au code de l'environnement et aux bonnes pratiques dans l'industrie pétrolière. Les débats ont porté aussi sur le rôle et la prise en compte des communautés impactées. Et cela a permis, je pense, au fil du temps, de créer un climat plus serein, de faire des avancées significatives avec l'avènement du contenu local et aussi la création de nouvelles startups sénégalaises, dont certaines ont aujourd'hui pignon sur rue, la mise en œuvre des mesures d'accompagnement dans le transfert de l'expertise avec tous les instruments de l'État comme la DPME, le bureau de mise à niveau, mais aussi le rôle et la mission des différents acteurs. On ne peut pas oublier évidemment la restructuration de Petrosen qui a été placée au cœur du développement économique et social du pays, qui devrait être à très court terme, si ce n'est déjà le cas, le premier contributeur au PIB, donc en faisant une holding avec des branches spécialisées
la SAR aujourd'hui, qui est notre instrument de raffinage, et qui a commencé à raffiner du pétrole brut Sangomar pour 75% de sa capacité. Le réseau gazier du Sénégal, qui doit être notre société de patrimoine, à l'instar de la SONES, pour justement installer des gazoducs qui permettent de relier les points de production à ceux de consommation, mais également la sécurité autour des plateformes, la production durée, donc par le processus de gas to industry, gas to power pour la génération d'électricité, le gas master plan qui a été fait. Voilà, donc pour dire qu'il y a vraiment, je pense, un certain nombre d'instruments qui ont permis de discuter, d'être partagés et d'être en tout cas mieux appréciés, mieux compris des parties prenantes, comme évidemment le secrétariat technique du contenu local, qui est aussi un élément très important et qui depuis organise les journées du contenu local, qui sont des événements particulièrement importants pour l'industrie. Je pense que le Sénégal, à travers cette table ronde, où évidemment il réunit tous les acteurs que j'ai cités, permet justement d'avoir cet espace de dialogue qui est aussi un des marqueurs importants de notre pays. Le Sénégal a toujours été un pays de dialogue, un pays de consensus, un pays où l'on échange comme sous l'arbre à palabre pour qu'ensuite chacun puisse partir à la tâche avec le sentiment de comprendre les enjeux, le sentiment de travailler pour l'intérêt général, mais aussi le sentiment de travailler pour que notre pays progresse sous la bienveillance de l'État et de ses autorités. Alors, je ne veux pas dire que j'ai eu un rôle particulier dans l'organisation. Cheikh Oumar Sy, qui est très gentil, rappelle souvent que quand l'idée est née, il était venu me voir. Effectivement, on a échangé et nous avons décidé à l'époque d'appeler l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des compagnies pétrolières internationales, des compagnies de services qui étaient donc dans le pays, mais aussi de tous les partenaires au niveau de l'État pour que les partenaires financiers, les assureurs, j'ai pas parlé de tout ça, mais c'est tous les acteurs. En tout cas, nous avons ensemble aidé pour les attirer, les sensibiliser et les réponses ont été extrêmement favorables. Justement, et c'est l'occasion de les remercier tous pour que justement cette idée née de M. Sy et du secteur et de la société civile donc prenne l'ampleur qu'elle a aujourd'hui et qui nous amène à cette 5e édition. Alors, la table ronde de cette année aura lieu les 8 et 9 juillet 2025 à l'hôtel Noum ex-Radisson. Elle est présidée, c'est la table ronde, par monsieur le ministre en charge du pétrole et des mines. Je dois dire que cette année, du fait de l'importance justement et du succès, en tout cas noté, et de l'ampleur de la table dans l'industrie pétrolière et gazière, monsieur le ministre a souhaité que l'on étende cette table ronde au secteur minier. C'est d'où la création de cette deuxième journée, parce qu'elle se tenait sur une seule journée, qui sera exclusivement réservée aux mines. Puisque vous le savez, les mines sont constituent un secteur extrêmement important, le secteur extractif du phosphate, en passant par l'or, par les zircons et par toutes les autres ressources dont dispose notre pays. Et donc les problématiques étant similaires, les impacts sur les communautés, le rôle de l'État, le rôle de notre société nationale, la SOMISEN, dans la gestion des licences, les impacts environnementaux, les impacts sociaux, la création de chaînes de valeur, mais aussi d'emplois, de richesses. Et donc c'est toutes ces choses, les problématiques de cohabitation avec
les communautés impactées et la gestion de leurs problématiques. Donc c'est tout ça qui a fait qu'on a cette année, sur instruction des autorités, notamment de M. le ministre, inclut une journée qui sera dédiée aux mines. Et de façon plus large, ce sera une table ronde sur la gestion des ressources minérales, où on pourra discuter, encore une fois, de beaucoup de choses. Et beaucoup de choses aujourd'hui, parce que le paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui correspond au début de l'exploitation, puisque malgré tout ce qui a pu se dire ou se faire, il n'y avait pas d'exploitation, donc il n'y avait pas d'économie, il n'y avait pas de revenus. Tout ce qui a été fait l'a été par les volontés politiques, par la volonté de définir un cadre qui puisse accueillir justement cette période de production, de début de l'exploitation et donc d'implémentation de toutes ces politiques qui ont été pensées. Comment nous allons éprouver le contenu local qui a déjà quelques années d'exécution, comment on peut l'évaluer, comment on peut faire pour qu'il corresponde plus aux attentes, comment on peut faire pour lui régler ces problématiques de financement, ces problématiques de compétences, ces problématiques de mise à niveau de l'expertise, ces problématiques de gestion des startups, puisque la plupart sont des sociétés très jeunes, et donc comment on peut faire pour créer un cadre propice, en tout cas pour qu'elles puissent se développer et porter tous les espoirs. Discuter de la nécessaire transformation de nos ressources qui correspondent aussi à tel que cela a été pensé, puisque le gas to industry, le gas to power, la production durée et tout ça rentrait parfaitement dans cela. Les nouvelles autorités, nos nouvelles autorités, dans la vision 2050 qui promeut la transformation et la valorisation des ressources locales, aussi intègre parfaitement cela. Maintenant, c'est le début et l'opportunité pour mettre ça en œuvre. Comment nous pouvons faire tous pour permettre à l'État et avec ses partenaires, le secteur privé national qui sera là-bas, les partenaires financiers, notamment les banques, les assureurs, les partenaires au développement, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, parce que toutes ces personnes sont invitées, évidemment, autour de l'ITIE, qui est le gendarme de la transparence. Comment nous pouvons faire justement pour que dans un élan global, nous puissions regarder les contraintes à lever pour l'État, les efforts à faire par les compagnies, la nécessaire volonté et l'engagement du secteur privé national à mettre ses ressources, son savoir-faire, ses expertises au service de cette vision pour que justement le Sénégal bénéficie des impacts de ces ressources de la façon la plus large, la plus inclusive, mais aussi la plus durable possible. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, cette année, il a été jugé utile de faire une journée dédiée aux mines. Et l'autre innovation majeure, c'est aussi que pour la première fois, il sera possible d'avoir un parc d'exposition. Il est permis, il sera possible pour ceux qui le souhaitent, justement, d'avoir un stand où ils pourront présenter leurs activités, mais aussi expliquer davantage quelles sont leurs missions, quelles sont leurs capacités, leurs compétences. Et sur les choix des thèmes, aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'important. C'est d'abord évaluer l'implémentation jusqu'à ce jour des différents dispositifs constitutifs de l'écosystème légal et réglementaire. Je pense au contenu local, où on a noté des problématiques de financement, des problématiques de mise à niveau parfois, que le secrétaire technique du contenu local, qui est donc le gendarme justement en matière d'application de la loi sur le contenu local, pourra faire aussi une évaluation pour donner les résultats déjà obtenus sur les emplois créés, sur les impacts dans l'économie nationale.
Il sera aussi fait point des grands projets qui sont dans le circuit au niveau de l'État, mais aussi quelque part au niveau du secteur privé. La SAR 2.0 qui est un projet important qui devra faire migrer notre outil de raffinage à un autre niveau. L'ambitieux programme du réseau gazier du Sénégal qui a été pensé, qui a fait l'objet déjà de création, de dotation de personnalités morales, les études faites et le premier tronçon déjà l'appel d'offres lancé et attribué. Pourra parler aussi des grands projets dans le secteur des mines et des nouvelles ambitions justement des autorités par rapport à la gestion de tout cela. Et je pense que donc il y a un certain nombre d'informations pertinentes qui pourront être partagées. Évidemment, BP et Woodside font comme à l'accoutumée, feront le point sur l'évolution des projets déjà en production, que ce soit GTA ou Yakar Teranga. Et on attendra aussi de Petrosen Holding une vision de ce que sera le développement des champs de Yakar et de Teranga. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui verront la participation, comme je l'ai dit tout à l'heure, des différents acteurs du secteur, mais aussi d'universitaires, de diplomates. Nous remercions d'ailleurs beaucoup d'ambassades qui ont eu l'amabilité de nous recevoir. Parfois, c'est les ambassadeurs eux-mêmes, souvent avec leur service et département économique, des grandes sociétés qui opèrent dans tous les secteurs, que ce soit minier ou oil and gas, mais également de la société civile, des partenaires financiers, je l'ai dit tantôt, ce soit les assureurs, l'Association des assurances du Sénégal, les banquiers, mais également tout ce qui est partenaire au développement, les institutions de financement qui pourront nous accompagner dans ces débats riches et qui nous permettront, je l'espère, de sortir avec une feuille de route basée sur du vécu, mais basée sur aussi une vision partagée, basée sur un consensus réaliste et réalisable et qui permettra de faire du Sénégal le hub industriel sous-régional que nous pensons qu'il est possible d'être fait, puisque nous en avons la position géographique, la stabilité, la sécurité, les ressources humaines, la volonté politique et le cadre institutionnel approprié, mais également les ressources humaines et donc que le secteur privé national, en tout cas, joue pleinement son rôle dans le développement de ce contenu local qui est pour moi le véhicule par lequel le secteur privé devra donc se doter des moyens de créer de nouveaux champions ou d'en consolider pour que l'industrie sénégalaise et donc son développement économique et social se porte au mieux. La dernière chose, c'est je voudrais vraiment remercier au nom de OCDEA, mais aussi au nom de tout le comité scientifique, parce que le comité scientifique, c'est beaucoup de personnalités du monde universitaire, du monde des affaires, de la société civile, mais aussi des autorités étatiques de tous les démembrements de l'État qui sont dans le secteur et des compagnies industrielles privées intervenant dans le secteur pour l'excellent travail qui a été fait et qui continue d'être fait. Les équipes de OCDEA, d'ONG 3D, de IBP et d'autres partenaires de la société civile pour leur mobilisation. Et mention particulière à M. le ministre du pétrole, des mines et des énergies pour sa disponibilité et les instructions données à son dynamique secrétaire général et à ses équipes qui nous ont encadrés et qui nous ont permis à chaque instant de travailler justement pour que cette table ronde non seulement devienne de façon réelle une date importante du calendrier républicain, mais qu'elle permette, comme à l'accoutumée, d'éplucher ces questions et de contribuer à la nécessaire stabilité et au consensus tant souhaité de tous les acteurs
et en particulier des acteurs politiques sur la gestion de ces ressources-là. Et évidemment, je ne l'ai pas dit, mais le Parlement sera représenté par la commission mines et énergie et aussi les membres du réseau parlementaire pour le développement du secteur privé.